de commencer cet entretien, j'avais très envie de vous parler du nouveau roman de Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Dans ce roman, on s'installe aux côtés d'un médecin généraliste dont la salle d'attente est toujours pleine, où bourgeois, toxicos, vieillards, enfants, punk à chiens se croisent. Beaucoup lui confient leurs difficultés, alors il écoute, il soigne, il comprend, il discute. Pourtant, il ne pleure jamais. Il lui arrive de se mettre en colère, mais il ne pleure jamais. Ses larmes sont coincées dans sa gorge, il ne sait plus comment pleurer depuis cette nuit où il lui a manqué 6 minutes. Dans ce roman plein d'émotions sur les blessures et la résilience, sur le don et l'amour, on rit beaucoup et on pleure aussi. Et surtout, on n'a pas envie de le lâcher jusqu'à la dernière page. Alors courez chez votre libraire à partir du 5 octobre. Et à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, je reçois le chanteur et comédien Alyosha Schneider. Après Naked en 2020 et 11 Songs en 2017, il revient avec son 3e album qui a une particularité, c'est son premier écrit en français. Côté comédie, on l'a récemment vu dans la série de Cédric Clapiche, Salade grecque, mais les projets sont nombreux. On en parle d'ailleurs au cours de cet entretien, mais pas que, puisqu'avec Alyosha Schneider, on a également parlé de ce travail de la langue française, qui n'est évidemment pas le même que l'anglais, de la naissance de cet album en Grèce, ou encore de ses fameux projets à venir, plutôt très nombreux de son côté. Bonne écoute. Bonjour Alyosha Schneider. Bonjour. Alors je l'ai dit dans l'introduction, ce 3e album est le premier que tu fais en français qui est ta langue maternelle. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'après 2 albums, tu as décidé de chanter en anglais ? Ça répondait à quelle envie ? C'est une envie que j'ai depuis le début de chanter en français, mais j'avais une incapacité à le faire. Pour quelle Parce que je trouve que c'est une langue qui se... Enfin, pour moi, qui se chante moins bien par rapport à mon style de musique. J'étais très influencé par la folk américaine des années 60, Bob Dylan, Simon Garfunkel, tout ça. Donc, les codes étaient tous en anglais. Donc, c'était vraiment une gymnastique de le faire, une gymnastique en plus de le faire en français. Et comme je suis paresseux, je le faisais pas. Je comprends, c'est une bonne raison d'être paresseux. Et c'est seulement pendant le confinement, en fait, j'ai sorti mon 2e album, Naked, en première semaine de confinement. Toute ma tournée a été annulée, je me suis retrouvé avec plein de temps, et du coup ce temps-là je l'ai utilisé à traduire une de mes chansons en français. Oui, qui s'appelle C'est tout, c'est rien. Exactement. Enfin, la chanson initiale, ça s'appelait Forget My Blues. Exactement. Et c'est ça un peu qui t'a donné l'envie, qui a été un peu un déclencheur. Ouais, mais en faisant ce travail-là, j'ai réussi à poser mes marques, à savoir quelle sonorité me plaisait en français, quel était mon style en fait d'écriture en français. Pourquoi t'as choisi cette chanson ? Enfin, j'en ai essayé plusieurs, et et ça se prêtait bien à cette chanson-là. Au niveau de la mélodie, je peux pas l'expliquer. Mais... Ouais. Oui, c'est des trucs qu'on ressent. Mais peut-être qu'on pourrait aussi se dire que la langue française, c'est peut-être aussi plus intime. Oui, mais je trouve qu'il y a des écueils en français aussi, peut-être parce qu'à l'écrit, je trouve il y a des mots tellement riches, tellement précis, tellement beaux à l'écrit, et souvent on a envie d'aller vers ces mots-là, on a envie aussi même quand on les connaît, on a envie de montrer notre intelligence, d'utiliser des adverbes ou je ne sais quoi. Et je trouve que ça pêche à ce niveau-là, et du coup, faut réussir à trouver la même simplicité qu'en anglais, quoi. Alors je sais que soit que tu apprends, soit que tu as appris l'italien. Est-ce que tu pourrais envisager, je sais pas, d'écrire des chansons, des morceaux de chansons dans d'autres langues, pas forcément l'italien évidemment, mais est-ce que ça t'intéresse, ce travail des sonorités étrangères ? Ouais, complètement. Mais en fait, quand j'ai commencé à apprendre l'italien, la première chose que j'ai faite, c'est apprendre des chansons de Francesco De Gregori. Bien sûr, ou de Laura Pausini, bien sûr. Et oui, ça m'intéresserait, mais je suis pas encore assez fort pour écrire en italien. On n'est pas encore... T'as pas abandonné, c'est déjà ça. Alors, il y a une chanson dans l'album qui s'appelle Giulia, où tu dis à quelqu'un, je cite, « Je te préférais avant », après que cette fameuse Giulia ait grimpé les échelons, qu'elle ait réussi dans la vie, qu'elle est, comme tu dis, parfaite dans la chanson. À quoi tu fais référence exactement dans cette chanson ? Déjà, est-ce qu'elle existe, cette Giulia, ou est-ce que c'est un prénom que tu as choisi au pif ? Non, le prénom, je l'ai choisi au pif. Je pense que la personne n'est pas... Exactement. Mais limite, je me suis plus inspiré de moi-même, ou de la peur, en tout cas, cette peur-là de changer. Peur plutôt de se ranger, en fait. Okay. Parfois, on a l'impression... je pense que ça arrive à tout le monde dans la vie d'avoir un regard sur soi-même et de se dire, mince, est-ce que j'ai perdu peut-être une étincelle que j'avais avant et voilà, j'avais envie de jouer sur cette peur-là. Donc Giulia, c'est un peu toi aussi dans l'absolu, quoi. Oui. Justement, en parlant de regarder un peu sa vie, le 21 septembre, tu vas avoir 30 ans. Oui.
Félicitations et bienvenue. Merci. Est-ce que tu penses que cet album, il incarne bien, je sais pas, la manière de penser ta vie aujourd'hui par rapport aux deux précédents, en l'occurrence, qui étaient peut-être... alors du coup, j'ai évidemment préparé ce qu'on est en train de se dire, mais je les ai trouvés peut-être un peu plus... pas nostalgiques, peut-être. Je sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est un portrait de toi maintenant? Oui, je pense que c'est le but, en tout cas. Pour moi, c'est mon but quand je fais de la musique, c'est Ok. c'est une photo d'une période. Et même au niveau esthétique, ça parle aussi de la période, de ce que j'écoute à ce moment-là. Et le travail que je fais, de toute façon, dans mon parcours artistique, c'est de me rapprocher de plus en plus de moi-même. C'est pour ça que j'ai l'impression, chaque album, de dire oui, c'est mon album le plus intime. Mais sur le moment, c'est le cas, du coup. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cet album de tes préoccupations? J'étais en tournage pendant l'écriture de cet album-là. C'était une année où j'ai tourné beaucoup, notamment en Grèce. Il se trouve par hasard où j'ai eu 2 projets de suite. T'avais 2 projets? Ouais, je enfin, pensais que t'avais que la série de Cédric Lapiche qui s'appelle Salade grecque. Et en fait, c'est ça, j'ai tourné pendant 6 mois avec Cédric Lapiche sur Salade grecque, mais l'été avant, j'ai tourné un film allemand d'une réalisatrice qui s'appelle Angela Schanelek, un film qui s'appelle Musique, et qu'on a tourné en Grèce aussi. Ouais. Ok. Et du coup, voilà, j'étais loin des gens que j'aimais. À la fois, il y avait du coup la Méditerranée, il y avait cette chaleur qu'on sent finalement sur l'album. J'ai même d'ailleurs fait chanter mes potes comédiens du tournage, parce que je voulais vraiment qu'on sente tout ce que je vivais. C'est sûr que c'est beaucoup là-dessus. Ouais. Et après, c'est pas un album à thème non plus, donc c'est pas, chaque chanson n'est pas là-dessus, mais je trouve qu'une chanson comme Ensemble, par exemple, c'est vraiment celle qui parle plus précisément de ça. Ouais, bah justement, quand on regarde, ne serait-ce que les titres de ces 10 chansons, on remarque des titres comme Avant elle, L'océan des amoureux, Ensemble, et encore ce sont que les titres, mais est-ce qu'on pourrait dire malgré tout que l'amour c'est un peu, je sais pas, la grande inspiration pour cet album? Définitivement, absolument, c'est presque exclusivement des chansons d'amour. Est-ce que, je sais pas, ta définition de l'amour pourrait coïncider avec celle que tu racontes dans Avant elle, cette sorte de relation qui naît et qui déjà, on croit, nous glisse un peu entre les doigts, qu'en gros l'amour c'est une chose insaisissable du début à la fin finalement, et qu'il faut réussir à vivre le mieux possible avec cette épée de Damoclès qui peut être très belle en fait, et c'est une très belle définition à mon sens, mais est-ce que ça pourrait être une belle définition pour toi? Oui, mais je pense que ça peut être une belle définition de l'amour, mais Avant elle, pour moi, il y a même quelque chose de plus large en fait que l'amour. Ça peut être face à un bonheur quelconque, quelque chose qui nous arrive, de se sentir pas à la hauteur et de pas oser y aller, de pas oser prendre ce qui nous est, comment dire, ce que la vie nous offre. Ce qui est offert. Est-ce que tu peux nous présenter ta chanson préférée de l'album? C'est dur. Je crois qu'en ce moment... C'est vrai, c'est dur. En ce moment, je crois que ma chanson préférée, c'est L'océan des amoureux. Ok. Peut-être simplement parce que c'est la plus récente. C'est une bonne raison aussi. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, ça m'était inspiré par une histoire vraie qui est arrivée à quelqu'un de très proche dans ma vie, et qui s'est fait larguer. Comme une merde par sa copine qui est partie à New York avec un type. Et je dis larguer comme une merde parce que c'est pas tout le temps le cas. Parfois, il y a des histoires qui se terminent, et je trouve qu'une histoire qui se termine, parfois ça peut être très beau, quoi. Ça fait un objet complet et terminé d'une relation, et ça la salit pas forcément. Mais là, pour le coup, si. Donc c'est ce que je raconte dans la chanson. Je dis, c'est pas le fait que tu partes qui fait mal, c'est la façon de le faire. Et pour moi, ça a été un peu comme j'avais finalement de la colère contre cette personne qui a fait du mal à quelqu'un que j'aime. Ça a été libérateur. Tu connais Cocoon? Oui. Est-ce que t'aimes bien? Oui, j'avais fait leur première partie en Suisse il y a quelques années. Cet album m'a fait penser à certains moments, pas toutes les chansons, mais à cet ancien groupe, ce chanteur désormais. Mais il y a aussi une sorte de couleur, je sais pas, je dirais Beatles. Alors il y avait Simon & Garfunkel, ça tu l'as dit, Bob Dylan tu l'as dit. Est-ce qu'il y a d'autres influences? Est-ce que c'est majoritairement déjà ces artistes qui chantent souvent en anglais qui t'ont inspiré? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qu'on décèle pas? Il y en a plein d'autres, parce qu'en plus, il y a Mac Miller, par exemple. Okay. Mais ensuite, Barbara, Bachung. Et en réalité, chaque artiste que j'ai écouté, finalement, m'inspire. Parce que je commence pas une chanson en me disant, tiens, ici, je vais mettre un peu de Bob Dylan, un peu de ça. Simplement, ces artistes, finalement, font ce que je suis parce que je les ai écoutés. Ouais. En 2016,
tu as sorti un EP qui s'appelait Sorry Eyes. À cette époque, tu étais déjà comédien, à la télé, au cinéma. Quelle était la démarche derrière cet EP? Est-ce que tu voulais explorer de nouveaux horizons? Alors est-ce que la musique, ça a toujours été un truc chez toi? Ah, la musique, ça a toujours été un truc chez moi. Ouais. En fait, c'est venu du même coup vers 10-11 ans où j'ai dit à mes parents, je vais prendre des cours de théâtre, je vais prendre des cours de chant. De chant, pas d'instrument. Ouais, à ce moment-là, c'était des cours de chant parce que j'étais chant. fan de Robbie Williams. Et je voulais faire comme Robbie Williams, danser, chanter sur scène. J'ai commencé à prendre des cours de danse. Finalement, aujourd'hui, ce que je fais a vraiment rien à voir avec ça. Mais... Oui, comme quoi. Et la guitare, ça a été plus tard, vers 13 ans, alors que j'étais fan de Jack Johnson. Mais c'est toujours je peux toujours penser à un artiste qui m'a donné envie de faire quelque chose. Et l'écriture, c'est Bob Dylan. Ouais, Jack Johnson, je me souviens. J'adorais son album Le Jaune, je sais plus comment il s'appelle. Mais... In Between Dreams. Ouais. Banana Pancakes. Ouais. Bref, à partir de quand tu t'es dit que peut-être que tu avais une belle voix, une voix en tout cas qui était exploitable? Parce qu'il y a prendre des cours de chant et se dire qu'on peut en faire quelque chose de plus, je sais pas, professionnel. Ben, je crois que je me suis dit que j'étais bon avant d'être bon, vraiment. Okay. Mais c'est vraiment le truc où je me dis... Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc un peu drôle où les gens autour te disent « Waouh, t'es vachement bon » et tout, ça te donne la confiance, tu te dis « Ok, bah du coup, je vais pousser ». Et en fait, après, quand tu te regardes en arrière et tu t'entends, tu te dis « Mais en fait, j'étais nul, quoi. » Quel courage à ce moment-là d'avoir dit « Ok, je vais faire ça dans la vie alors que c'est nul. » Ouais, donc c'est bien, t'avais une petite part d'aveuglement. Ah, exactement, bravo. Ouais. Qui est Jean Leloup? Ah, alors Jean Leloup, c'était un de mes artistes préférés. Enfin, c'est toujours un de mes artistes préférés d'ailleurs. Mais depuis que je suis tout jeune. On connaît pas bien, nous. Et non, en fait, il a eu un tube en France qui s'appelle en 1990. Ouais. Il a eu ce tube dans les années 90 d'ailleurs, mais au Québec, c'est vraiment une légende. Okay. Et moi, j'ai grandi au Québec. Oui, du coup, on l'a pas précisé. Ouais. Mais ouais. Et je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Et je commençais à écrire des chansons. Enfin, j'avais écrit, je sais pas, 8-9 chansons. Okay. Et il m'a vraiment pris sous son aile. C'est lui qui en fait, je l'ai rencontré un jour et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Et le soir même, je suis allé en studio avec lui, il m'a fait enregistrer des maquettes. Génial. On a passé 1 an ensemble. C'est lui qui m'a fait rencontrer mon premier label. Trop bien. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une grande importance dans ma vie. Ouais, plutôt. Avant, tes albums étaient signés Alyosha, tout court. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que tu as pris ton nom complet, qui est donc Alyosha Schneider? Est-ce qu'il y a une question de cohérence avec ton parcours d'acteur en parallèle aussi ou... Ouais, complètement. En fait, c'est que j'avais plus de raison de pas le mettre. Et en fait, je l'ai enlevé au départ, Schneider, parce que au Québec, je tournais dans des émissions de jeunesse et je faisais des projets. J'étais associé, identifié à un type de télévision qui pour moi me ressemblait pas et que je suis content d'avoir fait parce que ça m'a appris plein de choses et tout ça. Mais dans les magazines un peu de jeunesse, j'avais ma photo avec Alyosha Schneider. Et du coup, je sais pas, de sortir ma musique sous ce nom-là, il y avait quelque chose de mensonger presque. Donc c'est comme ça part du départ en fait. Exactement. Plus que de maintenant. C'est comme si mon nom m'appartenait plus vraiment, quoi. C'était peut-être une illusion, mais en tout cas c'était comme ça que je me sentais. Et sur ce dernier album, oui, il y a quelque chose où je sens plus cette dichotomie entre moi comédien, moi chanteur. Il y a une espèce de personnes. De personnes. Je suis la même personne et je ferais croire à personne que je suis deux personnes. Et puis en plus, il y a le fait que je chante en français maintenant et que c'est presque comme un premier album, quoi. Comment t'as pensé à la pochette? Déjà, est-ce que tu peux nous la décrire? Alors, c'est moi, de face. Encore une fois, parce que c'est mon album le plus intègre. Non, mais encore une fois, oui, parce que j'avais... Peut-être en réaction à ce que je faisais avant, où j'avais envie d'être plus mystérieux, où j'avais envie peut-être de me cacher. J'admirais ces artistes comme Sixto Rodriguez, dont pendant longtemps il n'existait que 2 photos. Nick Drake, pareil. Cette distance avec l'artiste, ça me fascinait. Du coup, j'avais un peu envie d'aller vers ça sur les albums précédents. Et ce coup-ci, je me suis dit, non, en fait, ça veut rien dire, quoi. Du coup, j'avais envie de me montrer plein pot. À l'heure où on se parle, on est début septembre. L'album sort à la fin du mois. Il y a plusieurs clips qui sont sortis. Il y a le clip de Ensemble, le clip de Avant Elle. Est-ce que tu fais partie des artistes qui voient le clip comme une autre manière de voir la chanson, de la présenter en l'occurrence pour toi? Oui, complètement. Ce que j'aime avec le clip, c'est que c'est vraiment de l'image qui va servir de la musique.
Là où c'est souvent l'inverse, ouais. c'est souvent il y a beaucoup de musique à l'image où on va essayer de servir l'image, et cet exercice me plaît beaucoup, et pour moi c'est quelque chose aussi qui me permet d'allier mes deux passions, quoi. Oui, en plus, c'est clair. On parlait tout à l'heure de Cédric Clapiche. Alors déjà, il a réalisé le clip de Avant Elle. Et donc tu l'as précisé, l'inspiration, elle serait venue en Grèce, pendant que tu tournais cette série, Salade grecque. Je me demandais, comment tu fais pour l'écriture des textes? Est-ce que tu as des habitudes d'écriture? Alors en l'occurrence, tu n'as pas fait de résidence ou je ne sais quoi, puisque tu étais en tournage, mais est-ce que tu as besoin d'être dans un état particulier? Est-ce que tu prends tout le temps des notes ou je ne sais quoi? J'ai pas de technique précise, et c'est à la fois tout ça à la fois. C'est-à-dire que oui, effectivement, je prends des notes. Ce que j'ai fait pour la première fois sur cet album-là, c'est de la coécriture. Je l'ai coécrit avec Marc-André Gilbert, qui a aussi fait les arrangements de l'album. Souvent, c'est moi qui arrivais avec les débuts de chansons. Et c'est des choses qui arrivent, qui sortent un peu du subconscient. Par exemple, Avant Elle, la première phrase, ça a été jouer des accords, la guitare qui me plaisait, que je trouve les accords du couplet d'Avant Elle. Et en faisant mon yaourt, je chante il n'y a rien à espérer de moi. Et je sors ça, mais sans penser à quoi que ce soit en particulier, quoi. Spoiler, c'est dans la chanson. C'est dans la chanson. Exactement. Et je chante ça en répétant, et à partir du moment où je me dis, tiens, il y a peut-être une chanson là, c'est là où je me pose, et j'essaie vraiment d'avoir un truc qui est plus... de passer du subconscient au conscient, et c'est un travail qui d'ailleurs est plus ardu pour moi. Je trouve moins... c'est-à-dire de m'asseoir et d'écrire les 2-3 couplets, et de finir forcé. Une chanson. Ouais, c'est forcé, parce que souvent, quand j'ai écrit un couplet, un refrain, au niveau de mon expression artistique, je suis satisfait. J'ai exprimé ce que je voulais, et le niveau... Quand je dis à la musique, c'est thérapeutique, pour moi, c'est réglé très vite, ça. Et quand il s'agit de finir la chanson complète, ça devient vraiment du boulot, quoi. Alors aujourd'hui, on va pas se mentir, on écoute la musique différemment. Il y a des plateformes, on peut écouter un titre et pas le reste de l'album. Il y a YouTube, on peut écouter la musique grâce au clip. On peut sauter une chanson qu'on aime moins. Est-ce que malgré tout, tu as pensé ton album comme un bloc pour pouvoir être écouté de la première piste à la dernière, ou pas du tout? Oui, j'ai pensé l'album comme ça, surtout au niveau des arrangements. J'avais vraiment envie qu'il y ait une cohérence. Et oui, j'ai quand même pensé cette cohérence-là, parce que n'empêche qu'on écoute différemment, mais je sors quand même un album. Alors que j'aurais pu, je pourrais très bien aujourd'hui me dire, je vais sortir que des singles, et il y a des artistes qui le font. Mais j'avais envie de sortir un album, et j'ai l'impression que dans mon style de musique, il y a quand même des gens qui ont encore envie de ça, qui ont encore envie même de l'objet, du vinyle. Pour moi, justement, le visuel a été très important. Donc oui, je l'ai vraiment pensé comme un album. T'écoutes comment d'ailleurs, toi, la musique? Vinyle, etc. ou plateforme Les deux. Les deux, les albums que j'adore vraiment, je les achète en vinyle. Bien sûr. Est-ce que tu fais la musique que t'écoutes? J'essaie, en tout cas, oui, de faire la musique que j'écoute. Après, je n'écoute pas ma musique. Tu pourrais, écoute. mais après, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres styles de musique que j'aime, mais auxquels je m'identifie pas, que je pourrais pas faire moi-même. Voilà, j'écoute beaucoup de hip-hop, du rap. Je ne verrais pas faire l'inverse n'est pas... Ouais. Alors, t'es né à Paris. Oui. Je crois que tu y vis, mais en tout cas, tu as passé un petit moment à Montréal. Un long moment, genre 20 ans. À peu près, 3 fois rien. Alors, j'imagine qu'on peut, mine de rien, voir cette double identité dans ta musique, ne serait-ce que grâce à Jean Leloup, typiquement. Mais est-ce que dans tes choix de carrière, on peut la voir? Est-ce que, je sais pas, tu as plus de propositions, par exemple, ne serait-ce que, par exemple, au cinéma? Au cinéma, ça a vraiment été l'un après l'autre. J'ai vraiment commencé au Québec, et j'avais absolument rien en France, parce que j'y vivais pas. Et puis un jour, j'ai rencontré un agent en France qui m'a pris, et j'ai commencé à travailler en France, et au Québec, au cinéma, ça fait longtemps que j'ai rien fait, en fait. Mais c'est au niveau de la musique surtout. En plus, j'ai mon label au Québec, j'ai mon label ici. Ça, il y a un vrai... une vraie diff. Et un truc intéressant, je trouve, sur le fait qu'il y ait... entre ma double nationalité, ou ma double identité presque, québécois-français, c'est quand j'ai commencé à chanter en français, je me suis dit, mais quel accent je vais prendre? C'est vrai, parce que du coup, tu prends l'accent. Ouais, parce qu'à l'école et tout, j'ai appris l'accent québécois. Et... C'est fou, ça, d'ailleurs. À quel moment tu n'y réfléchis pas quand tu parles avec quelqu'un qui est québécois, t'as l'accent québécois? Ouais, c'est comme une autre langue, c'est vraiment...
Et ouais, et ça a toujours été comme ça. Même au Québec, quand je parlais avec mes potes avec l'accent québécois, j'avais un coup de fil de mes parents. Tout d'un coup, je parlais avec l'accent français. Je disais, mais c'est trop bizarre. Bah, c'est trop bizarre, ouais. Et l'inverse, maintenant, c'est pareil. Quand je suis en France et je reçois un coup de fil de, je sais pas d'un pote québécois, ça leur fait bizarre. Alors, dans Salade grecque, décidément, on en parlait tout à l'heure. Ton personnage était, en tout cas au début, non pas c'est coincé, mais il avait ce projet de start-up. Et puis surtout, il était tout l'opposé de sa sœur, qui est toujours jouée par Megan Northam, qui est une espèce d'activiste, qui est très humaniste, très dans le don sans limite. Est-ce qu'il y a un type de personnage qui te fait rêver, toi ? En tout cas, ce que j'aime beaucoup dans ces personnages-là, c'est leur évolution. C'est des personnages qui vont s'ouvrir. Ouais, c'est clair. C'est aussi l'avantage de la série, en l'occurrence. Ouais, exactement. Je sais pas, explorer la folie, ça doit être quelque chose d'intéressant. Explorer des choses qui sont peut-être loin de nous, c'est sûr que il doit y avoir un travail passionnant là-dedans. T'as tourné dans un premier film qui s'appelle Bonjour Tristesse, en mai dernier, je crois. Tu l'as relu ? Oui. Le livre de Françoise Sagan, pardon. Oui, je l'ai relu pendant le tournage. Il sort quand, tu sais, le film ? Non, je sais pas quand le film sort. Ok. Mais c'est un magnifique tournage. On a tourné à Cassis. Bah oui, en même temps, de mémoire, ça se passe près de la mer, un truc comme ça, non ? Ouais, je sais plus si ça se passe je sais plus où ça se passe dans le roman. Ouais. Mais ça se passe dans ce décor, en tout cas. Exactement, dans le sud. Ouais. On a une petite actu, le 6 mars, à la Cigale. Je crois qu'il y a également une série de Disney+, qui s'appelle Tout va bien. Exactement. Un film qui s'appelle Rédemption. Oui. Un film slovène, c'est ça ? Absolument. On n'a aucune date, tout ça à donner, Non, tout ça, j'ai pas de date, non. Ça me va. Ouais, en tout cas, la série Tout va bien sur Disney, je sais que c'est à la rentrée. Ok. À part le 6 mars à la Cigale. Voilà, le concert le 6 mars à la Cigale. C'est déjà pas mal, tu vas me dire. C'est super, j'ai hâte. Je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu as plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Alors récemment, je suis allé aux rencontres de la photographie à Arles. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur Soul Letter. Bien sûr. Que je ne connaissais pas. Tu cherches ça, le bouquin. Je peux l'avoir chez moi. Moi, je l'ai maintenant, j'en ai 3-4 chez moi, j'ai tout acheté. Incroyable. Et sinon, je me suis lancé là dans un projet qui est de lire La recherche du temps perdu. Et je suis fasciné. Tu as commencé ? Et je l'ai commencé, je suis à la fin de L'ombre des jeunes filles en fleurs. Et il y a un truc un peu... Chaque fois que j'en parle et tout, parce qu'en plus j'en parle beaucoup, vu que je le fais, faut bien que je me la pète. Bah oui, tu seras un des rares à l'avoir fait pour de vrai. Donc... non, mais il y a un truc, c'est vrai qui donne pas envie parce que c'est très très long. C'est hyper long. Faut se concentrer, mais un truc c'est que c'est tellement agréable et je sais que j'en ai pour un moment. C'est vrai. Et j'en ai pour un moment, mais je suis trop heureux de me dire que là pendant des mois je vais lire des phrases si magnifiques et j'ai envie de dire que ça vaut le coup de lire, ou ne serait-ce qu'un, et dans n'importe quel ordre d'ailleurs. Et dans n'importe quel ordre. Ouais. Enfin, moi je le fais dans le bon ordre, mais... Bien sûr, bon élève. Merci beaucoup, Alyosha. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.